J.D. Vance était invité sur le podcast de Joe Rogan. Comme on n'est pas censé entendre quoi que ce soit de sérieux de la part de Donald Trump, parce qu'il a passé son temps dans les médias à dire n'importe quoi, je ne comprends pas. Il répète toujours la même chose. Il ne donne aucune information. Il se contente de répéter, de faire de la propagande. C'est une partie de sa stratégie. Répéter sans cesse les mêmes récits faux pour les rendre crédibles aux yeux du public. Mais voilà ce que J.D. Vance a dit, lui, à propos du conflit et de la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Avec l'Iran, on a l'impression que le président ne cesse de dire qu'un accord a été conclu, que les négociations ont réussi, et puis tout s'effondre, et on recommence à les bombarder. Oui, donc. Combien de temps on a ici? Autant que vous voulez. D'accord, alors je dois d'abord expliquer 2 ou 3 choses pour que vous compreniez bien, que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Alors premièrement, c'est un peu une simplification, mais dans le système iranien, il y a 2 courants. Vous avez, et on entend parfois certains Américains très durs le dire, que ce sont tous des fous qu'ils veulent provoquer, vous savez, la venue du 12e imam, l'apocalypse, et tout ce genre de choses. Il y a effectivement des gens en Iran qui croient à ça, mais il y a aussi des pragmatiques. Vous avez les fous et vous avez les pragmatiques, d'accord? Donc, quand on a conclu ce protocole d'accord, et vraiment ce qu'il dit, ce protocole, qui a été déformé plus que presque tout ce sur quoi j'ai travaillé dans ma vie publique, ce qu'il dit, c'est que l'Iran va rouvrir le détroit d'Ormuz. La violence va s'arrêter. Ensuite, on va entamer des négociations pour voir si on peut parvenir à un accord plus large sur la question nucléaire à long terme. C'est ce qu'on voulait. Et ce que les Iraniens voulaient, bien sûr, c'était un allègement durable des sanctions économiques. Maintenant, voilà le problème avec la situation actuelle. Et pour résumer, Joe, je dirais que je ne peux évidemment pas prédire l'avenir. Je ne sais pas exactement où tout ça va nous mener, mais je pense qu'au fond, on est sur la bonne trajectoire. Ça va simplement être très compliqué, avec beaucoup d'arrêts et de reprises. Alors, que se passe-t-il? La première semaine après la signature du protocole d'accord, on fait sortir 20 millions de barils de pétrole par jour du détroit d'Ormuz. C'est comme ça que c'était avant la guerre. Le prix du pétrole avait beaucoup baissé. Et là, certains éléments les plus durs du système iranien ont un peu paniqué. Ils se sont dit, mince, est-ce qu'on vient de perdre notre principal levier? Oublions les armes nucléaires, on vient de lâcher notre atout dans ce protocole d'accord. Du coup, il y a eu une sorte de panique dans leur système. Alors, ils ont tiré sur quelques navires. Nous, on a réagi. Et je pense que c'était tout à fait approprié, évidemment. S'ils tirent sur des navires, on va riposter contre ceux qui tirent ou on va détruire les installations qu'ils utilisent pour le faire. Voilà ce qui s'est passé. Bon, je vais m'arrêter là. Allez-y, je vous en prie. Il raconte n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit, c'est un mensonge pur et simple. Ce n'est pas vrai. Le protocole d'accord disait très clairement que le pays responsable de garantir le passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz, c'était l'Iran. Et conformément à ça, l'Iran avait mis en place un protocole pour que les navires puissent passer en sécurité, suivre les instructions, déposer une demande auprès des gardiens de la Révolution. À aucun moment, dans tout le texte, il n'est écrit que l'Iran ne pouvait pas contrôler le détroit d'Ormuz, qu'il devait respecter tous les autres pays du Golfe ou qu'il n'avait aucune juridiction. Rien de tout ça. Pas un mot. En revanche, ce qui est bien précisé, c'est que les États-Unis ne vont pas attaquer l'Iran et que l'Iran ne va pas attaquer les États-Unis. Alors on a ces navires qui essayent d'éviter de se conformer aux procédures iraniennes. Et dans le protocole iranien, il est clairement indiqué que tout navire qui tente de passer
sans, disons, déposer le rapport et demander l'autorisation, sera confronté à la force. L'Iran a donc réagi par la force, et ensuite, les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran. L'Iran a répondu « Vous n'allez pas nous attaquer ». L'Iran a riposté. Et depuis, c'est devenu un échange de coups, un pour un. Puis Trump a déclaré que le protocole d'accord était mort. Ensuite, il a annoncé que le cessez-le-feu était terminé. Et enfin, hier, l'Iran a dit « Très bien, nous ne sommes plus liés par le protocole d'accord. Le MOU est mort. Le cessez-le-feu est fini. On revient à la case départ. » Et l'Iran a ajouté qu'il continuerait à contrôler qui entre et qui sort du détroit d'Ormuz. Mon problème avec son argument, c'est qu'il prétend qu'il y a deux forces en Iran. L'une serait radicale, l'autre plus pragmatique. Donc selon lui, si on se retrouve à nouveau dans une logique de guerre, c'est parce que les radicaux tiennent les rênes et qu'on doit leur répondre. Mais c'est pas vrai. Oui, je sais. Toi et moi, on le sait. Comme tu l'as dit, tout ce qu'il a dit était un mensonge. Franchement, c'est dommage de voir J.D. Vance mentir comme ça. Mais j'espère qu'il ne croit pas vraiment ce qu'il dit, parce que si c'est le cas, il ne pourra pas être pris au sérieux par l'Iran, pas comme quelqu'un avec qui on peut vraiment dialoguer. Les États-Unis vont exercer une énorme pression sur le Pakistan pour essayer de relancer les discussions la semaine prochaine. Enfin, je crois que c'est la semaine prochaine, peut-être celle d'après. Mais les États-Unis ne peuvent pas continuer comme ça, à essayer d'attaquer toutes ces cibles le long du détroit d'Ormuz. À mon avis, il y en a au minimum des centaines, voire des milliers. Les États-Unis n'ont pas des milliers de missiles et de bombes pour attaquer. Et je vois sans arrêt des rapports disant « Oh, ils lancent des missiles d'attaque ». Non, c'est faux, foutaise. Il faut arrêter avec ça parce que ces missiles sont tirés depuis Bahreïn. Ils atteignent à peine les côtes iraniennes. Les attaquer? Ce que les États-Unis utilisent, ça s'appelle des missiles de frappe de précision, les PRSM. Le seul problème, c'est que Lockheed Martin n'en a fabriqué que 56. D'accord? Donc si les États-Unis en tirent 7 par jour, au bout de 8 jours, c'est fini. Plus rien. Ils n'ont pas non plus un stock illimité de Tomahawk, et pas davantage de JASSM. Il y a une pénurie de tous ces armements. Les États-Unis vont se retrouver face à ces pénuries. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, les bases aériennes qu'ils utilisent en Jordanie sont maintenant frappées en permanence. Il suffit que l'Iran continue de les faire exploser chaque jour, de creuser des cratères sur les pistes, obligeant les Américains à les réparer sans arrêt. À mon avis, d'ici une semaine environ, les États-Unis seront forcés d'abandonner ces bases. Ils ne pourront plus s'en servir. Alors, où iront-ils? Il n'y a pas d'aérodrome de remplacement. Ce n'est pas comme s'ils en avaient 10 ou même 5 dans la région. Ils n'en ont pas. Et maintenant, ils veulent utiliser ceux d'Israël. Mais le ministre israélien des Transports dit aux États-Unis « Dégagez d'ici. On ne veut pas de vos fichus avions chez nous. Vous faites de nous une cible. » Est-ce vrai que semaine à Baudu Warri Team? Non, d'accord, vous avez raison. On n'aurait pas dû tirer sur les navires. Alors ils sont revenus à la table et il y a eu encore quelques jours de négociations. Et maintenant, la phase où ils en sont, c'est que les durs ont vraiment réagi très fort à tout le pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. En gros, ils ont dit on va essayer de tout bloquer. Ils ont peur de perdre leur levier. De leur côté, les pragmatiques dans leur système disent que c'était une erreur, qu'il faut continuer à discuter. Et encore une fois, est-ce que je sais comment tout ça va se terminer? Bien sûr que non. Ce qu'on fait en ce moment, c'est une sorte de danse diplomatique très délicate. On utilise nos leviers économiques.
On alterne entre la carotte et le bâton. On essaie de parler aux pragmatiques. Et bien sûr, quand ils commettent des actes de violence, on y répond. Tout ça se passe en même temps, pour essayer de remettre la situation sur une meilleure trajectoire. Cela dit, oui, en ce moment, ils tirent. La nuit dernière, ils ont tiré sur des navires. Mais malgré tout ça, leur programme nucléaire est-il toujours détruit? Oui. Les détroits ne sont peut-être pas encore revenus à un trafic d'avant-guerre. Mais est-ce qu'on parvient à faire sortir assez de pétrole et de gaz du détroit d'Ormuz pour éviter une crise énergétique mondiale? Oui. Et tout cela se déroule dans le cadre des négociations plus larges sur la question nucléaire. Je ne comprends pas comment il arrive à faire sortir plus de pétrole du détroit, alors qu'il y a le blocus, et aussi le blocus iranien. Je regarde VesselFinder et MarineTraffic.com. La seule chose qui apparaît, c'est un voilier civil américain, et je pense que c'est une fausse image. Il s'appelle le Jersey Devil. À mon avis, c'est une image générée par une intelligence artificielle, pas quelque chose de réel. À part ça, il n'y a rien qui entre ni qui sort en ce moment. Et si les États-Unis insistent, et si les Saoudiens insistent aussi, surtout avec les Houthis, ils vont fermer le Bab el-Mandeb. Et là, l'économie mondiale sera vraiment dans le pétrin. Vous avez dit que l'administration Trump faisait pression sur le Pakistan pour qu'il agisse dans cette affaire, pour qu'il fasse quelque chose concernant les négociations, ou peut-être pour convaincre les Iraniens de négocier avec les États-Unis. De quoi s'agit-il exactement? De quoi parle-t-il? Quel type de négociation? Non, en fait, ils veulent revenir à ce qu'ils allaient appeler l'accord d'Islamabad, relancer le protocole d'entente. Le problème, c'est que maintenant, je ne pense pas que l'Iran va revenir à la table, à moins que les États-Unis n'arrivent avec des engagements fermes et concrets. Au lieu de promettre d'examiner les avoirs gelés, non, il faut les dégeler, ces fichus avoirs, et les transférer. Il faut lever toutes les sanctions, pas seulement une partie, toutes. Vous levez les sanctions, vous débloquez les avoirs, et là on pourra parler. Sinon, allez-y, épuisez-vous. Continuez à nous attaquer parce qu'on va vous vider de vos forces et on vous forcera à quitter le Moyen-Orient. Parce que tout ce que l'Iran a à faire, c'est attaquer 10 bases. C'est tout. Attaquer 10 bases, les détruire, peu importe le temps que ça prend. 20 jours, 30 jours, les détruire. Et là, les États-Unis n'ont plus de bases, plus de présence dans le Golfe. Ils en ont été chassés. Race Mason. Aujourd'hui, le président du Parlement iranien a déclaré que le mémorandum d'accord n'a de sens que si ces clauses sont valides et effectivement appliquées. Et il a ajouté que si l'Iran n'en tire aucun bénéfice, il n'a aucune raison de s'y conformer. Donc la position, moi je ne vois pas la politique là-dedans. Il a dit, J.D. Vance a dit, que tout ça, c'est une sorte de danse politique. Je ne sais pas de quelle danse il parle, Donald Trump, quand il évoque le fait de bombarder l'Iran, en plein cœur de l'Iran, de bombarder. Il a dit que la semaine prochaine, on allait frapper leur centrale électrique. Quelle sorte de danse est-ce que c'est, ça? What sort of dance is that? Oui, non, c'est juste une escalade. Et encore une fois, tout État du Golfe qui facilite ces attaques américaines verra ses centrales électriques visées. Donc ça va élargir la liste des cibles pour l'Iran. Vous savez, des dégâts comme ça, comme cette attaque contre l'hôpital pour enfants, tout ça ne fera qu'attiser encore plus la colère du peuple iranien, qui réclame déjà vengeance. Ça ne fera qu'amplifier cet appel à la vengeance. Les autorités iraniennes, encore une fois, les États-Unis pensent qu'ils peuvent tenir ce rythme. C'est absurde. Ils ne le peuvent pas. Disons par exemple que l'Iran tire, ou que les États-Unis tirent, en moyenne 10 missiles Tomahawk par jour. Sur 10 jours, ça fait 100 missiles.
Et s'il continue comme ça pendant 60 jours, eh bien on dépassera les 600 missiles. So they'll be up over 600 missiles. And Et ça va encore diminuer. Je crois qu'en ce moment, le stock américain tourne autour de 2400. Donc on descendrait à environ 1800. Et vous savez, l'Indo-PACOM revendique une partie de ces missiles. L'EUCOM aussi. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas soutenable pour les États-Unis. Et on ne parle même pas encore de l'impact sur le carburant d'aviation. Si les États-Unis augmentent le nombre d'opérations aériennes, ça va peser lourdement sur l'aviation civile. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure, les prix du diesel repartent à la hausse. En fait, ici où je suis, le diesel coûte 2 $ de plus par gallon que l'essence ordinaire. Et ça, c'est parce qu'il y a une pénurie mondiale de diesel. Et ces pénuries vont s'aggraver dans les semaines à venir. L'Iran attaque des bases aériennes américaines, des bases américaines à Erbil en Irak, ainsi que certaines installations en Irak liées à ce groupe terroriste kurde. On dirait que, quelle est l'importance de la base américaine en Irak, Larry? C'est vraiment stratégique. Et au fait, combien de bases aériennes les États-Unis possèdent-ils? Eh bien, je ne suis pas sûr. Oui, je ne suis pas certain que ce soit vraiment une base militaire aussi importante que ça. C'est plutôt une base de la CIA qui opère sous couverture militaire. Et la CIA est là pour former et équiper les Kurdes afin qu'ils puissent mener des attaques, des opérations terroristes et militaires à l'intérieur de l'Iran. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est assez problématique. On sait que la France et le Royaume-Uni sont actifs dans cette région, près de la frontière de l'Iran avec les Kurdes. Quelle est la relation entre la CIA, la France et le Royaume-Uni? Est-ce une coopération de longue date ou bien chacun poursuit-il un agenda différent sur place? Mais c'est une forme de coopération plus approfondie entre les États-Unis et le Royaume-Uni, pas vraiment avec le renseignement français. Le renseignement français a toujours été un peu susceptible, un peu particulier. Parce qu'ils en font beaucoup. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on n'a aucune information. Mais quand l'Iran les attaque sans arrêt, quand chaque jour ils sont frappés par des missiles et des drones iraniens, on se dit qu'il se passe quelque chose là-bas. On a l'impression que l'Iran sent quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique ce que tu veux dire. Tu dis qu'il se passe quelque chose là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je ne sais pas. Une sorte d'activité. Envoyer des armes en Iran, faire passer des armes en contrebande pour provoquer un peu de chaos, des émeutes ou quelque chose dans ce genre-là. Comme je l'ai expliqué, c'est une base utilisée par la CIA où ils forment les forces kurdes à des opérations paramilitaires et sans doute aussi à des activités de renseignement pour ceux qui vont agir de manière clandestine afin de frapper l'Iran. Et c'est pour cette raison que les États-Unis vont subir des attaques iraniennes dans les prochaines semaines jusqu'à ce que cet endroit soit détruit et ne serve plus à rien. Oui. Tu as vu les images du navire turc dans le détroit, Larry? Oui, celui qui est en train de couler, oui. Il a dû heurter une mine. Oui, ça pourrait être une mine, oui. Mais ils n'apprendront pas. Je ne sais pas. Comment tu perçois, comment tu comprends le comportement de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar? D'un côté, ils communiquaient en coulisses. Tu te souviens, on avait eu des rapports venant de sources pakistanaises et aussi des Iraniens,
disant qu'ils négociaient discrètement pour mettre leurs différends de côté. Parce que l'objectif final, le principal, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et en ce moment, ils coopèrent d'une certaine manière avec les États-Unis en envoyant ses pétroliers et ses navires pour envahir, ou du moins utiliser, la partie sud du détroit. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Est-ce qu'il y a une sorte de stratégie de la part des pays du CCG? Non, il n'y en a pas. No, there isn't. Again, they're acting. Encore une fois, ils réagissent, ils sont complètement en mode défensif. Il n'y a aucune stratégie. Ils font juste, enfin à un moment, ils se jettent dans les bras de l'Iran, et la minute d'après, dans ceux des États-Unis. Ça va et ça vient sans arrêt. C'est exactement comme on en parlait à propos du Yémen. Un jour, les Saoudiens se disent « Ah, super idée, attaquons le Yémen !» Et puis quand les Yéménites répondent, les Saoudiens se disent « Oula, finalement, mauvaise idée !» On n'a pas entendu le moindre mot de leur part depuis 2 jours. Ils ont compris que cette fois, c'est trop dangereux. That's too dangerous now. They hit one of the Saudi drones. Ils ont abattu un des drones saoudiens aujourd'hui, et ils sont vraiment capables, Larry. D'ailleurs, je ne sais pas quel type de système de défense aérienne ils ont, mais tu te souviens, pendant la guerre, quand les États-Unis ont décidé d'aller en mer Rouge pour agir, pour les attaquer, ils avaient abattu plus de 4 ou 5 drones à cette époque-là. Ouais. Enfin, tu vois ce qu'il faut faire. Yeah, well, you know what you're looking at here is, I think, Iran's up. Ce qu'on voit ici, c'est, je pense, une mise à niveau du système de défense aérienne de l'Iran. Je ne sais pas si ça vient des Russes, des Chinois ou des deux, mais clairement, ils sont maintenant capables d'abattre certains systèmes qu'ils ne pouvaient pas toucher avant. Et encore une fois, ces drones-là, on parle de 30-40 millions de dollars pièce. Ce n'est pas donné, c'est très cher. Very expensive. Do you feel that Pensez-vous que la semaine prochaine, on va assister à une forme d'attaque contre l'Iran, par exemple sur les réseaux électriques, comme l'a évoqué Donald Trump? as Donald Trump pointed out? Yeah, I do. Oui, c'est ce que je pense. Enfin, du moins pour l'instant, tout dépendra des dégâts que l'Iran causera à ses bases militaires dans les 6 prochains jours. D'ici la semaine prochaine, Trump dira sans doute « D'accord, j'abandonne, parlons-en, retournons à la table des négociations ». Let's talk. Let's get back to the negotiating table.